retrouve avec des écoliers. Aujourd'hui adulte, il témoigne. Puis, Mohamedou Slahi a été incarcéré sans preuve à Guantanamo pendant 14 ans. Un journaliste enquête sur ses geôliers. Le 11 septembre, 20 ans après, Théma, mardi à 20h50. Consommer plus responsable. Un jour, le monde sera peut-être plus responsable, moins gourmand en ressources et en énergie, avec moins de déchets. En attendant, on peut agir dès aujourd'hui. En 2 ans, plus de 38 000 voitures assurées Maïf ont été réparées avec des pièces recyclées. Et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Agir pour une réparation auto plus responsable, c'est ça, être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. D'abord des braises, puis une flamme. Tout n'est pas passager. Certains sentiments sont profonds. Puis l'incendie. Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, mercredi à 20h55. Galilée est le premier à voir le ciel tel qu'il est. En vérité, ils ont peur de moi parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux et ils craignent que je fasse tomber leur dieu, Aristote, de son piédestal. À force d'observation et d'expérience, il définit les mouvements célestes et ouvre la voie de la conquête spatiale. L'idée que le Soleil puisse être au centre de l'univers était totalement nouvelle. Galilée et la naissance de la physique moderne, samedi à 22h20 sur Arte. Guten Abend, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. Au programme, le cinéma français perd l'un de ses monstres sacrés. Jean-Paul Belmondo est mort à l'âge de 88 ans. On reviendra sur son immense carrière de la nouvelle vague au film à grand spectacle. On ira en Guinée au lendemain du coup d'État. Les putschistes promettent un gouvernement d'union nationale et une transition apaisée, mais sans préciser de calendrier. Et quel gouvernement pour l'Allemagne après les législatives? La gauche radicale se voit déjà dans une coalition avec les sociodémocrates et les Verts. Les conservateurs mettent en garde contre une alliance catastrophe. Il paraissait invincible, immortel, suspendu à un hélicoptère dans le Guignolo. Et pourtant, Jean-Paul Belmondo est mort à l'âge de 88 ans. En un demi-siècle de carrière, Bébel avait tourné dans près de 80 films. Figure de la nouvelle vague, il avait fait ses premiers pas au théâtre avant d'endosser le costume du héros insolent et gouailleur et d'enchaîner les films d'aventure, tous des succès au box-office. Itinéraire d'un enfant gâté, Damien Vaner. Longtemps, il fut plus à l'aise sur le ring que sur les planches. Et pourtant, 1960, Jean-Paul Belmondo crève l'écran dans Un bout de souffle sous la caméra de Jean-Luc Godard, avec l'insolence du jeune premier. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. L'élève moyen du conservatoire refoulé à la Comédie Française devient une icône de la nouvelle vague. La France tombe amoureuse de Belmondo, sa gouaille, sa belle gueule. 1962, un singe en hiver, il apparaît aux côtés d'un monstre sacré, Jean Gabin. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Belmondo a tout ce début de carrière incarné une nouveauté de jeu, alors en partie de jeu d'acteur à l'américaine, on pourrait dire, c'est-à-dire très physique en fait, et non pas le jeune premier à la française un peu théâtral, malgré sa formation théâtrale. Donc quelque chose de très physique qu'il a évidemment conservé plus tard dans ses films populaires d'action avec des cascades. Et Belmondo devint Bébel, en passant de la nouvelle vague au film d'action. Cartouche, L'Homme de Rio, L'As des As ou encore Peur sur la ville. Séducteur et bagarreur, acteur et cascadeur, des acrobaties pour lesquelles il ne se serait fait doubler pour rien au monde. Vous voyez, dans Paris, je leur ai vu du haut du métro et du haut d'un hélicoptère, c'est pas mal. C'est un bon souvenir.
Avec son éternel rival Alain Delon, il incarne une certaine idée de la France et l'âge d'or du cinéma français. Le succès s'étiole au début des années 90. Pas de quoi bousculer le monument Belmondo. C'est finalement un accident vasculaire cérébral en 2001 qui mettra pratiquement fin à sa carrière. Une carrière riche de 80 films sur un demi-siècle, saluée par Emmanuel Macron. Il restera à jamais le magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclat de rire. Le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. Belmondo, l'acteur populaire, n'aura récolté qu'un César en 89. Il décroche sur le tard une palme d'honneur à Cannes, un Lion d'or à Venise pour l'ensemble de sa carrière. Mais la reconnaissance, la vraie, c'est celle des spectateurs. Bébel, l'incorrigible, aura réuni 130 millions de personnes en audience cumulée, rien qu'au cinéma. Lui qui disait volontiers qu'il n'aurait jamais cru devenir une vedette, est devenu un mythe. Et en hommage à Belmondo, Arte bouleverse ses programmes avec 2 films ce soir. À 20h55, Le Voleur, suivi des tribulations d'un Chinois en Chine. Difficile de savoir ce qui se passe vraiment dans la vallée du Panjshir. La dernière poche de résistance armée au pouvoir taliban est une zone encaissée et difficile d'accès. Alors que les combats font rage, les 2 parties se livrent à une guerre des communiqués. Les fondamentalistes affirment s'être emparés de cette vallée rebelle. À la tête de la résistance, Ahmad Massoud, le fils de l'emblématique commandant Massoud. Ses troupes ont subi des lourdes pertes, mais lui dément sa défaite. Le point Claire Birag. Le drapeau de l'émirat islamique d'Afghanistan flotterait désormais sur la dernière zone de résistance du pays. Les talibans ont annoncé que la vallée du Panjshir était désormais sous leur contrôle, une région qui avait toujours résisté aux islamistes. Le dernier nid de l'ennemi fugitif a été complètement nettoyé aujourd'hui et la nuit dernière. Toutes les forces de l'émirat islamique sont présentes dans la vallée du Panjshir. Cette vallée est connue pour être le bastion anti-taliban du pays. Elle abrite notamment le Front national de résistance. Il est composé de miliciens locaux, mais aussi de certains membres des forces de sécurité afghanes qui ont rejoint le Panjshir à l'arrivée des talibans au pouvoir. Le dirigeant du Front, Ahmad Massoud, a appelé à un soulèvement national contre les nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Et son porte-parole a affirmé qu'ils détiennent des positions stratégiques dans la vallée. Nos forces résistent, nos forces défendent leur peuple, leur honneur, leur foyer et leurs valeurs. Ce n'est pas une résistance qui se terminera avec l'entrée des talibans dans le Panjshir. Quiconque entre dans le Panjshir n'en sortira pas. Tout ennemi qui entre dans le Panjshir n'en sortira pas vivant. Difficile de savoir ce qu'il se passe réellement dans la région et si les combats continuent. Les talibans ont, quant à eux, mis en garde toute personne qui tenterait de leur résister. Personne ne sera autorisé à agir contre la gouvernance de l'Afghanistan, le peuple ou nos intérêts. Toutes formes d'insurrection seront donc réprimandées. Ils ont aussi appelé les anciens membres des forces armées afghanes à rejoindre les rangs des services de sécurité talibans. Un besoin de structuration, tandis qu'un gouvernement n'a toujours pas été déclaré. Depuis le départ des Occidentaux, à part les déclarations des talibans, peu d'informations nous parviennent. Comment les Afghans et les Afghanes vivent-ils cette prise de pouvoir des fondamentalistes? Nous leur avons donné la parole. C'est une série de témoignages à retrouver sur notre site arte.tv. Pour l'armée allemande, l'Afghanistan fut la mission la plus longue et la plus périlleuse aussi. Plus de 50 soldats de la Bundeswehr sont morts là-bas, d'autres sont rentrés blessés, traumatisés, et nombreux sont ceux qui pensent tout ça pour ça. Regardez. Leur mission dans l'Hindoukouche est terminée, mais pour beaucoup de soldats allemands, c'est dans la tête que la guerre continue. Depuis sa mission en Afghanistan en 2011, Yannick Schulte souffre de stress post-traumatique et sa désillusion est grande. On a construit des puits, des réseaux routiers et sûrement bien d'autres choses. Et pourtant, dans l'ensemble, on n'a pas l'impression d'avoir accompli tant que ça. Du coup, on se demande un peu si tout ça en valait vraiment la peine. Les camarades qu'on a perdus, les blessés. Horst Schuh est officier de réserve et psychologue dans l'armée allemande. Il constate combien les événements actuels en Afghanistan déstabilisent beaucoup de vétérans. Ça concerne quasiment tous les soldats qui sont partis en mission. Ils confrontent leur intervention, l'expérience qu'ils ont connue et la motivation qu'ils avaient à l'époque à ce qui se passe en ce moment.
Pour Yannick Schulte, un nouveau chapitre de sa vie privée commence puisqu'il s'installe chez sa compagne. Mais en tant que militaire, le ton est amer. Tout ce sang, cette sueur et ces larmes pour un tel résultat. On essaye de comprendre, mais on ne trouve pas d'explication. C'est ça qui rend les choses aussi difficiles. Les soldats se plaignent régulièrement d'un manque de valorisation, en particulier pour ceux qui ont été déployés à l'étranger. Une particularité allemande, selon ces derniers. En Allemagne, le problème, c'est qu'on est souvent considérés comme des idiots. Notre image et celle de notre métier est complètement déformée. Au lieu de nous sentir mis en valeur, c'est tout le contraire qu'on perçoit de la part des autres. Les experts estiment que l'Allemagne doit relancer le débat autour de la reconnaissance des soldats. Quel rôle la Bundeswehr joue-t-elle dans la société? Et quel rôle jouent les interventions à l'étranger dans la conscience de la population? Il y a là certaines lacunes qu'il convient de combler. Voilà qui aiderait sûrement bon nombre de soldats traumatisés comme Yannick Schulte. Ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée. Le groupement des forces spéciales s'est emparé du palais présidentiel hier et a arrêté Alpha Condé, président depuis 2010 et réélu pour un 3e mandat contesté fin de l'année dernière. La Constitution et les institutions ont été dissoutes, les frontières fermées. Et au lendemain de ce coup d'État sans effusion de sang, les putschistes promettent la formation d'un gouvernement d'union nationale pour conduire la transition, mais ils n'ont donné aucun calendrier. Alors, quelles sont leurs intentions? L'éclairage d'Aliénor Carrière. C'est un matin pas comme les autres. À Conakry, aujourd'hui, l'armée est omniprésente, à l'image du changement qui s'annonce. Hier, le président Alpha Condé a en effet été destitué, puis capturé par un groupe de putschistes, comme on le voit sur ces images surprenantes diffusées sur les réseaux sociaux. Le leader des rebelles est un ancien légionnaire français, Mamadi Doumbouya, qui promet de nouvelles bases pour son pays. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution. Car nous allons réécrire une constitution ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée. Tous ensemble ici, nous allons mener une concertation inclusive pour décider de l'avenir de ce pays. Ce coup d'État a provoqué des manifestations de joie dans certains quartiers populaires de la capitale, car il est synonyme de révolution alors que le président s'accrochait au pouvoir. Les Guinéens espèrent mieux désormais. Ils sont plutôt acquis à la cause des militaires et avec quand même certaines réserves, car les bonnes intentions des putschistes ne suffisent pas toujours, à l'image de ce qui se passe au Mali ou au Tchad. On a surtout une impatience des Guinéens de pouvoir passer à autre chose et surtout de s'être évité un 3e mandat, voire une présidence à vie d'Alpha Condé. Jugeant que le pouvoir ne devait être acquis par la force, la communauté internationale a dénoncé ce coup d'État. La condamnation des institutions politiques, la condamnation de la CEDEAO par exemple, et de l'Union africaine et de l'ONU est un schéma de condamnation assez classique et qui est un petit peu déconnecté en fait de ce que les peuples vivent. Pour tenter de rassurer, les militaires ont promis un gouvernement d'union nationale. Leur but est d'établir une transition apaisée, à la manière du voisin malien, lui aussi théâtre d'un putsch en mai dernier. En Biélorussie, le président Loukachenko n'entend pas quitter le pouvoir et depuis qu'il a fait main basse sur la présidentielle l'été dernier, il mène une guerre sans merci à ses opposants. Des centaines sont en prison ou en exil forcé. Maria Kolesnikova est l'une des figures de l'opposition et elle a choisi de rester en Biélorussie. Elle avait même déchiré son passeport pour résister à une expulsion forcée. Une obstination qu'elle paie au prix fort. Emprisonnée, elle a été condamnée à 11 ans de détention. Joanna Siegel pour les détails. Un cœur formé avec les mains, l'un des signes de ralliement de l'opposition biélorusse. Même menottée, Maria Kolesnikova défie le pouvoir jusqu'au tribunal de Minsk. L'opposante de 39 ans écope de 11 ans de prison. Son co-accusé, l'avocat Maxime Snak, à gauche dans l'image, est condamné à 10 ans de prison. Tous deux étaient jugés pour complot et atteinte à la sûreté nationale. Leurs avocats veulent maintenant saisir la Haute Cour de justice de Biélorussie. 10 et 11 ans de prison, ces verdicts sont contraires à la loi. Ils ont été prononcés sans preuve. Lors de l'audience, ni la culpabilité ni les accusations n'ont pu être confirmées. Évidemment, la défense va faire appel dans les 10 prochains jours.
Maria Kolesnikova s'est retrouvée sur le devant de la scène dans le cadre de la présidentielle d'août 2020. Elle était la directrice de campagne de Viktor Babariko, principal rival du président Alexandre Loukachenko. Le gêneur a été arrêté juste avant le scrutin. En réaction, Maria Kolesnikova s'est alliée à d'autres opposants, comme Svetlana Tikhanovskaya et Veronika Tsepkalo. Les deux dernières se sont exilées à l'étranger. Maria Kolesnikova, elle, est volontairement restée dans son pays, malgré le danger. Non, je n'ai pas peur. Je ressens le soutien de tout le peuple biélorusse. Je suis maintenant plus forte que jamais. Maria Kolesnikova est aussi devenue la bête noire du régime à cause du rôle qu'elle a joué dans les manifestations contre Alexandre Loukachenko. La répression systématique contre les dissidents en Biélorussie a déclenché nombreuses critiques à travers le monde. Nous allons évidemment maintenir la pression sur le régime et continuer à soutenir activement la société civile biélorusse. Beaucoup réclament en outre un durcissement des sanctions, comme ici, devant le tribunal de Minsk. Dans 20 jours, les Allemands votent pour renouveler leur Parlement et indirectement désigner celui ou celle qui va succéder à Angela Merkel. En lice, 3 candidats pour un scrutin qui s'annonce plus indécis que jamais. Et du coup, le prochain gouvernement sera sans doute très difficile à former avec une multitude de coalitions possibles. Parmi les scénarios envisagés, une alliance rouge-rouge-vert. En clair, une coalition des sociodémocrates qui pointe en tête dans les sondages, avec Die Linke, comprenez la gauche radicale, et les Verts. Andreas Trabouch nous en dit plus. Die Linke devient l'objet de toutes les attentions, maintenant que, selon les sondages, une coalition rouge-rouge-verte semble possible. Du coup, le parti de la gauche radicale s'est hâté de présenter un nouveau programme aujourd'hui. Il est temps que tous annoncent clairement la couleur, parce que si le SPD et les Verts respectent et prennent au sérieux leur programme, alors il est clair qu'ils ne peuvent pas les mettre en œuvre avec les libéraux et les conservateurs. Arrêtons de discuter vainement sur les obstacles éventuels à une coalition. Un de ces obstacles concerne la politique sécuritaire du pays, mais aussi l'OTAN, que Die Linke désapprouve et voudrait même voir dissoute. C'est du moins ce qui apparaît dans leur programme initial. Inadmissible pour les conservateurs. Armin Laschet a mis en garde vendredi contre un retour au pouvoir des ex-communistes. Nous nous battons ensemble pour que le 26 septembre, il n'y ait pas d'alliance de gauche en Allemagne. Nous devons pouvoir continuer à mener une politique majoritaire et non radicale pour nos concitoyens. Cette polémique sur le spectre éventuel d'une alliance de gauche pourrait pénaliser le candidat social-démocrate, qui cherche à tout prix à se démarquer du parti de la gauche radicale sans pour autant lui tourner le dos. Hier, il a une nouvelle fois posé les conditions d'une coalition rouge-vert-rouge. Il est bien sûr nécessaire de favoriser la coopération transatlantique, de s'assurer que notre collaboration avec les États-Unis fonctionne et de faire avancer l'OTAN, car il s'agit de notre alliance de défense. L'extrême gauche soutient d'Olaf Scholz, cela pourrait bien rendre un fier service aux conservateurs qui, pour l'instant, restent à la traîne dans les sondages. Une aide aussi inespérée que surprenante. Et justement, il porte les couleurs du SPD et caracole en tête des sondages devant son rival du Parti conservateur. Olaf Scholz était à l'Élysée au menu des discussions avec Emmanuel Macron, l'environnement notamment. Mercredi, c'est son adversaire de la CDU, Armin Laschet, qui sera reçu à Paris. La candidate des Verts, Annalena Baerbock, a quant à elle décliné l'invitation du chef de l'État français. Alors, il faut bien le dire, Olaf Scholz a beau être l'actuel ministre allemand des Finances au sein de la coalition au pouvoir à Berlin, le candidat social-démocrate à la chancellerie n'est pas très connu et pas seulement de ce côté-ci du Rhin. Pour lever le voile, Kolya Kansura l'a accompagné en campagne. Il y a 6 mois, si un journaliste avait demandé à Olaf Scholz s'il était réaliste d'envisager qu'il devienne un jour chancelier, il aurait probablement répondu non. Mais à quelques semaines des élections, tout a changé. Le SPD continue de progresser dans les sondages et avec environ 25%, il devance désormais la CDU-CSU et les Verts. Olaf Scholz y est sans doute pour beaucoup. En tant que ministre des Finances d'Angela Merkel, il est celui qui a délié les cordons de la bourse durant la crise sanitaire. C'est une bonne chose que nous ayons tout fait pour combattre la crise. C'est une bonne chose que nous ayons dépensé des milliards pour maintenir les emplois dans ce pays, que nous ayons mis en place le chômage partiel pour garantir plus de 2 millions d'emplois. Et c'est une bonne chose que nous ayons levé des milliards pour aider les entreprises à traverser cette crise.
Olaf Scholz a le verbe mesurer. Ce qu'il a à dire, il le dit tranquillement. Il en a toujours été ainsi chez ce juriste de formation âgé aujourd'hui de 63 ans. Alors que la campagne électorale s'emballe, le message est clair. Olaf Scholz a depuis longtemps la stature d'un homme d'État. Quand je repense à ce qu'il a été capable de faire pendant la pandémie, je me dis que ce n'est vraiment pas rien à l'époque actuelle. Nous avons là quelqu'un qui garde la tête froide et qui fait tout pour que nous surmontions cette crise. Ce que je trouve très positif, c'est le calme qu'il dégage. Ça me plaît. Il est pragmatique, je pense qu'il a l'étoffe d'un chancelier. S'il réussit à rassembler une majorité, il y aura une autre politique en Allemagne. Olaf Scholz a pourtant des ennemis au sein du SPD. Il est vrai qu'il représente l'aile droite des sociaux-démocrates. Sa propre courbe de popularité est cependant plus élevée que celle de son parti, justement parce qu'il navigue au centre. La critique vient donc en ce moment plutôt de sa gauche. Ici, des activistes reprochent à Olaf Scholz de ne pas en faire assez pour protéger le climat. Nous sommes en train de sortir de l'électricité au charbon. Nous avons déjà décidé que d'ici 2045, l'Allemagne doit atteindre la neutralité carbone. C'est vraiment un défi énorme. Olaf Scholz profite évidemment aussi des faiblesses de ses adversaires. Il le sait, il sait aussi qu'il tient sa chance. Nous avons fait bloc en tant que parti. Nous avons un programme fiable et pragmatique pour les prochaines années. Tout cela explique pourquoi les citoyennes et les citoyens allemands se demandent aujourd'hui si le SPD ne devrait pas diriger l'Allemagne, si le nouveau chef du gouvernement ne devrait pas s'appeler Olaf Scholz. Cela me touche beaucoup, car c'est loin d'être une fonction facile. Un important capital sympathie, un programme social-démocrate classique, cela pourrait suffire pour propulser Olaf Scholz à la chancellerie. Et avant de refermer ce journal, un peu d'autopromo pour un ouvrage essentiel pour comprendre les grandes évolutions de notre époque. Et il vient de sortir, vous le voyez derrière moi, Le dessous des cartes, le monde mis à nu. C'est le nouvel atlas géopolitique que signe Émilie Aubry, rédactrice en chef et présentatrice de l'émission culte du même nom, et Franck Tétart, spécialiste en géopolitique et en relations internationales. C'est paru chez Talendier et à Arte Éditions. Voilà, tout de suite, votre magazine 28 minutes, suivi du début de la 3e saison d'Amusez-vous, amusez-moi, le programme court qui revisite les chefs-d'œuvre de la peinture. Ce soir, la Joconde. À demain, très belle soirée sur Arte avec Jean-Paul Belmondo. Bis morgen. Dans 28 minutes ce soir, le journaliste Soren Silo pour son roman graphique Cellule, enquête sur les auteurs des attentats du 13 novembre. Le débat portera ensuite sur la biodiversité avec le Congrès mondial de la nature à Marseille. Peut-on arrêter une 6e extinction? A tout de suite. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. D'abord des braises, puis une flamme. Tout n'est pas passager. Certains sentiments sont profonds. Puis l'incendie. Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, mercredi à 20h55. Découvrir et comprendre la culture. Apprenez une langue avec Babel. Les blessures semblent indiquer une chute. L'homme qu'on a trouvé, c'est Grubb. Quoi? La mort de Grubb n'a rien de suspect selon nous. Vous n'avez rien à me signaler qui pourrait affecter votre aptitude au travail ou altérer votre jugement? Meurtre ou hallucination? Certains prétendent que le pont serait un lien vers l'au-delà. One Lane Bridge, une série néo-zélandaise, jeudi de 20h55 sur Arte. La recherche sur le cancer laisse peu de place à l'improvisation. Suzanne le sait bien. Elle a donc rédigé son testament en faveur de la Fondation ARC. Un jour, son héritage financera des projets de recherche décisifs pour guérir du cancer un plus grand nombre de personnes. Fondation ARC, votre legs 100% dédié à la recherche sur le cancer. Pour toute information, contactez le 01 45 59 59 01. Tu veux aller au bal, Pauline?
Emmanuel Béard. Je peux vous dire un secret. Charles Berling. Quoi? L'amour, c'est pas toute la vie. Isabelle Huppert. Tu vas troubler tout le monde. Mais c'est toi qui l'as voulu. Recevez mes frères la bénédiction du Seigneur. T'as peur que je perde mon âme? Laissez-vous charmer par cette chronique d'une époque bientôt révolue. Les Destinées sentimentales, un film d'Olivier Assayas à voir sur arte.tv.